Chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Nous sommes des humains. Un humain naît, grandit, vieillit et puis meurt. Mais nous tous, nous n'avons pas les mêmes parcours. Chacun de nous a son parcours et ce parcours laisse des traces. C'est le sens même de votre émission Empreinte. Empreinte aujourd'hui reçoit un invité qui n'est pas à présenter, mais vous allez le découvrir avec moi. Il s'agit bien évidemment de M. Pitié Kapenda, à qui je m'en vais directement dire bonjour M. Pitié. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous nos téléspectateurs. Pourquoi pas bonjour à toute la population congolaise qui nous suivent, et ceux qui sont au diaspora, ceux qui sont ici à l'intérieur du pays. Bonjour à tout le monde et bonne santé à tous. Monsieur Pitié, nous avons une habitude ici dans notre émission, dans cette émission auquel vous êtes convié, c'est que nous voulons savoir s'il faut vous présenter, comment est-ce que vous voudriez que cela se passe? Bon, ça dépend de vous. Je suis un citoyen congolais. Comme dit votre émission L'Empreinte, vu le peu de l'âge que nous avons sur la terre, on a essayé quand même de passer par-ci, par-là. Comme vous avez dit, je m'appelle Pitié Kapenda. Je suis congolais de père et de mère. Je suis originaire du village Kawende, territoire de Kapanga, province de Lualaba. Aujourd'hui, vu le dénombrement de notre territoire congolais. Je suis le fils de M. Kapenda Likanyimbo et Mme Kataka Kayembe Elisabeth. Voilà un peu ce que je peux répondre dans l'introduction sur votre première question. Que fait aujourd'hui Pitié Kapenda? Bon, Pitié Kapenda aujourd'hui, c'est politiquement, c'est un membre d'un parti, le parti qui s'appelle Front de Libération Nationale du Congo, ex-Konakat et Konako de Kapenda Moïse Tshombe. Pitié Kapenda aujourd'hui, il assume la fonction de chargé des affaires au sein de cette partie. Après tant de fonctions au sein de cette partie, parce que je n'ai pas eu la chance d'adhérer au parti, mais j'ai eu la malchance de naître dans le parti. Pourquoi je dis malchance? Parce que ma jeunesse a commencé et elle va terminer dans ce parti. Je connais le saveur de cette partie depuis le bas âge. Dans le parti, j'ai eu premièrement assumé fonction de chargé de logistique au sein du parti. Et après, je suis passé comme... C'est déjà en quelle année on peut estimer? Là, c'était en 99, 2000. 25 ans déjà passé. Chargé de la logistique. Après, en 2002, je suis passé comme le chargé de la sécurité dans l'organisation de la jeunesse. Et en 2006, 5 plutôt, je suis passé comme membre dans le service interne de la sécurité, renseignement, tout consort. Après, en 2008, je suis passé comme le président du pionnier au sein du parti. Et en 2015, j'ai été nommé comme chargé d'affaires. C'est une fonction que j'assume jusqu'à nos jours. J'ai eu aussi une petite parcours au sein même du parti, parce que le parti, pour ceux qui connaissent le FLNC, c'est un parti qui était en exil depuis 1965, exilé en Angola. C'était un parti politico-militaire. Là où tout le monde était militaire, tout le monde était membre du parti. Après, en 2010, que le parti
s'est démobilisé et est devenu parti civil depuis 2010. Complètement. Complètement. Au sein du parti, j'ai eu aussi à passer dans cette formule de militaire, au sein de cette partie même, de 94, que j'ai mis la tenue militaire dans mon corps. J'ai passé dans certaines formations pour le combat. Et en 2010, j'ai fait au revoir au tenue militaire pour servir le pays civilement. Avant d'aller un peu plus loin, de CONACAT à FLNC, ces changements-là ont eu lieu en quelle année? Oui, le parti a été fondé en 1957, reconnu en 1958. Le président fut Kapeni Moïse Tshombe. Voilà. Là, le parti était connu au nom de CONACAT, Confédération nationale du Katanga. Tshombe avait l'image seulement de combattre pour l'indépendance du Katanga. Voilà. Comme on connaît l'histoire, Katanga, c'était une région à part. Voilà. Maintenant, lorsque Tshombe devient Premier ministre au pays, en 64, Kasavubu, Tshombe a fait changement du parti, le nom sort de CONACAT, la Confédération nationale du Katanga, voilà. Ça devient maintenant la Convention nationale du Congo, ça devient CONACO. Et lorsque, en 64 même plutôt, Kasavubu a révoqué Tshombe, la poste de Premier ministre, ça a provoqué des désordres au sein de notre pays. Et là, profitant Mobutu de cet désordre, Mobutu a fait le coup d'État. Et Tshombe a préféré que le gendarme katangais et son parti aillent s'exiler en Angola. C'est à partir de l'Angola qu'en 1966, Tshombe va décéder en Algérie et Mbumba Nathanaël Moise devient le président du parti. On change la dénomination de CONACO en FLNC avec Mbumba Nathanaël qui devient, le parti devient le Front de libération nationale du Congo. Là maintenant la philosophie était libérer le Congo. Ce n'était plus penser seulement au Katanga, mais c'était maintenant l'ensemble du territoire du Congo. Et après la lutte de la guerre communément appelée la guerre de Chaba, la guerre qui a duré 6 jours et 80 jours. Mbumba Nathanaël était expulsé de l'Angola. C'était le complot international. Voilà. A fait que le parti devient décapoté, sans président. Mbumba Nathanaël était parti en prison à Guinée-Bissau, ensemble avec son bureau politique. Voilà. À partir de là, même l'actuel président, Eli Kapend, lui aussi était avec Mbumba Nathanaël. Et le président Agostino Neto de l'Angola va faire appel à Eli Kapend qu'il rentre en Angola. Il va demander sa libération, il rentre en Angola. Il y a un petit parcours passant par les Tanzanie jusqu'à arriver à Brazzaville. Brazzaville, il va rejoindre l'Angola. Après un certain temps, le président Kadhafi de Libye va demander la libération de Mbumba Nathanaël. Et Mbumba Nathanaël devient l'instructeur de l'armée libyenne. Voilà. En Angola, le président Kapend Eli Kanyimbu deviendra le président national du parti jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Ah, c'est une grande partie de l'histoire de notre pays et on va revenir à vous parce que notre émission Empreinte se focalise sur la personne, le personnage et avec tout ce que vous nous dites aujourd'hui concernant l'histoire de notre pays qui a fait que vous soyez aussi les acteurs majeurs. Comment a été votre jeunesse avec tous ces tumultes? C'était vraiment une jeunesse aisée ou bien c'était une jeunesse de mouvement, une jeunesse de crainte? C'était pas vraiment une jeunesse ou c'était pas vraiment une jeunesse comme toutes les autres enfants? Bon, en tout cas, je n'ai pas eu cette chance parce que j'étais vraiment fermé dans plusieurs formations.
Parce qu'à cette époque-là, quand nous sommes nés dans ces maquis, beaucoup de collègues de nos parents qui avaient préféré envoyer ses enfants en Europe pour aller étudier, envoyer ses enfants dans d'autres pays africains. Mais mon père, ou notre père, parce que je ne suis pas seul, je suis né d'une famille de 6 enfants, là où je suis l'aîné. Notre père avait préféré que je sois avec lui dans ce maquis. Parce que c'est quelqu'un qui a l'esprit nationaliste. C'est un nationaliste, c'est quelqu'un qui aime la République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui lutte pour le bien-être du Congo, de sa population. Alors il voulait que je sois tout près de lui. Alors il ne m'a pas donné le temps. Même à mon bas âge, je n'ai pas eu le temps de, en tout cas, blaguer. Mais quand même, j'ai eu à jouer le foot, que je n'ai pas eu la chance de progresser, parce que je suis amoureux du football, mais je n'ai pas eu cette chance. Mais quand vous jouez le foot, vous êtes obligé de rentrer vite à la maison. Chaque jour, il faut présenter le devoir chez les parents. Chez les parents, ouais. Ce que l'école nous a recommandé. Chaque jour, les parents passent à l'école pour vérifier si réellement vous êtes là. C'était un papa. Donc, un peu il était policier, vraiment, qui était toujours derrière. Il était rigoureux avec moi. Voilà. Il avait pris de rigueur. Je n'ai pas eu cette jeunesse de fréquenter des bars, des restaurants. Donc la jeunesse me passe dans des formations quotidiennes. Je suis plus que dans des formations. Dans les jeux politiques, on va dire politico-militaires. Bon, j'ai été dans le jeu politico-militaire. Mais aujourd'hui, là, je suis dans la formation politique. Voilà. Je suis dans la formation seulement politique. Et nous avions laissé l'armée pour les autres. Voilà. Qu'ils puissent défendre le pays. Nous allons la défendre d'autres manières, civilement, politiquement. Okay. Donc, parler de la jeunesse, je voyais les autres en train de... Avec peine ou c'était comment? Non, je n'étais pas à l'aise. Dans la peau de jeune. Je n'étais pas à l'aise. Je voulais aussi être comme les autres. Voilà. Mais malheureusement, on ne m'a pas donné cette chance. À chaque minute que je me sépare avec mon père, tout au plus 10 à 20 minutes, tout de suite, il vous cherche. Il vous appelle. Il vous cherche. Donc j'étais vraiment sous contrôle. Je me sentais comme un prisonnier. À l'époque, je n'étais pas à l'aise, je ne me sentais pas bien. Mais là, j'ai compris pourquoi il faisait ça. Parce que j'ai beaucoup bénéficié. J'ai bénéficié beaucoup de choses. J'ai senti qu'il avait raison de faire ça. Et quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui vous inspirait le plus? Quel type d'homme que vous voudriez être? J'aimais beaucoup d'être architecte. Ok. J'aimais beaucoup l'architecture. Parce que même à l'école primaire, j'étais bon en dessin. Beaucoup de gens me disaient, tu dois être un architecte. Alors malheureusement, la formation que je subissais au sein de la famille et au sein du parti ne m'a pas aussi aidé que je puisse arriver à ce rêve-là. C'est ça que je pensais. Je songeais un jour devenir un ingénieur de construction. Votre passion, on va dire. Donc c'est ma passion jusqu'à aujourd'hui. Je ne vous mens pas, jusqu'à aujourd'hui, quand je vois les maçons en train de construire des maisons, si je n'ai rien à faire, je reste là, je commence à les regarder. J'aime beaucoup ce travail-là. Malgré j'ai essayé un peu de devenir aide-maçon d'ici par là, mais toujours la formation ne m'a pas permis d'avoir ce temps-là. On va rentrer maintenant dans votre vie politique. Dites-nous d'abord comment ça s'est passé, parce que vous avez dit que vous êtes né dans la politique. Vous n'avez pas choisi en quelque sorte la politique, c'est la politique qui vous a choisi. Qui m'a choisi. De par la famille. Mais quand, au fur et à mesure que vous grandissiez, vous prenez conscience de la question, comment ça s'est passé? Vous l'avez accepté facilement ou bien il y avait un peu de réticence? Non, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Justement.
au fur et à mesure que je mangeais la politique, je commençais aussi à gagner cette passion-là. Voilà. Je commençais à aimer. La première fois que j'avais trouvé que je dois m'imprégner dans cette politique, c'était en exil en Angola. J'avais un ami qui était de la jeunesse, le parti au pouvoir aujourd'hui en Angola, l'MPLA. Presque beaucoup de monde connaît l'MPLA. L'ami, dans leur organisation de la jeunesse, ils avaient des difficultés pour faire un petit projet, développer cette jeunesse-là. L'ami m'avait intéressé, sachant que moi je suis dans un parti politique. J'ai conçu le projet sur les activités de la jeunesse de ce parti-là. Alors, l'ami m'a invité, je suis allé voir l'MPLA de l'Angola. Aujourd'hui au pouvoir. Aujourd'hui au pouvoir. Donc, ils sont au pouvoir depuis 1975. Justement. Ils sont au pouvoir là. Je suis allé voir le président de la jeunesse à cette époque-là, c'était le monsieur Job Kapapinha. Je défendis le projet. 2 semaines après, Job Kapapinha nous appelle. Il dit, le camarade du président Eduardo Santos a beaucoup aimé le projet. Il a demandé de financer ce projet. Alors, sachant que je suis étranger dans leur pays, on ne m'a pas maintenant associé dans le finissage du travail. La mise en œuvre, l'exécution. Mise en œuvre, à l'exécution plutôt de ce projet-là. Ils ne m'ont pas associé. Ils m'ont seulement remercié, je suis parti. Et quand j'ai vu l'impact qui a donné mon projet au niveau de l'Angola, c'était en 98. C'est là que j'ai dit, alors j'ai aussi cette don, c'est-à-dire que je peux aussi faire pour mon pays. C'est-à-dire un sentiment du devoir accompli. C'est là maintenant je me suis plongé complètement dans la politique. J'ai commencé à concevoir des projets pour la RDC maintenant. Donc j'ai aimé, j'ai commencé à aimer, j'ai commencé à faire des recherches sur la politique. C'est à partir de cette date-là que j'ai gagné vraiment cette passion sur la politique et je l'ai fait jusqu'à nos jours. Et qu'est-ce qui vous a convaincu, enfin, depuis que vous êtes, on va dire 98, l'âge ou l'année où vous vous êtes dit que je peux faire la politique, et non seulement pour aider d'autres partis politiques à réaliser de grandes choses, mais aussi pour mon pays. Mais qu'est-ce qui a fait que vous tenez jusqu'à aujourd'hui en homme politique, aujourd'hui chargé d'affaires pour votre parti, le FLNC. Vous savez, si vous voulez voir comment la RDC souffre, il faut déplacer un peu du Congo. Aller un peu ailleurs. Il faut aller un peu ailleurs, vous allez sentir que non. Au Congo, on ne vit pas, mais on est tenté de vivoter. Maintenant, moi, j'ai eu cette malchance de naître dans un maquis. Vous savez, le maquis, ce n'est pas une belle vie. Au maquis, les noms des gens maquis parlent de son nom elle-même. Ce n'était pas facile de vivre d'abord au maquis. Maintenant, quand on recevait nos frères venant du Congo, qui cherchaient l'exil en Angola, allaient chercher de l'argent, on parlait du Congo. Ils nous disaient, suivant, le Congo va mal. Le Congo, il n'y a plus rien. Une fois, j'étais au marché de l'Angola, précisément dans la province de Lunda Nord. J'ai parlé avec un confrère congolais qui me parlait de la souffrance du pays. Peut-être ça va étonner nos téléspectateurs. J'ai rentré le même jour à la maison. Je n'étais pas l'amoureux de lire la Bible chaque jour. J'écoutais seulement la Bible quand le pasteur à l'église prêche. Il donne des chapitres, il les lise et c'est fini là-bas. J'ai quitté dans le marché, là où je suis allé faire un peu des achats. Je rentre à la maison, l'esprit m'a emporté de lire la Bible. J'ai ouvert ma Bible, je me suis tombé dans l'histoire de Néhémie. Et le chapitre là me disait, Néhémie a reçu les gens quand ils étaient à Babylone, venant d'Israël, et Néhémie les a demandé,
sur l'Israël, on l'a dit, tout est cassé. Le mirage, tout est cassé. Alors Néhémie a demandé pour rentrer en Israël pour aller bâtir la Terre Sainte. Et quand j'ai lu, j'ai comparé avec la causerie que j'ai eue avec le confrère. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez m'enseigner par là? Alors, j'ai dit, c'est que je dois partir au Congo, je dois faire quelque chose pour le pays. Donc, cette pension-là que j'ai aimée, j'ai eue sur la politique, m'amène de me concentrer pour trouver un bien ou un bien de cause pour qu'on puisse trouver le bonheur du Congo. J'ai toujours appris dans les écoles, j'ai eu la chance aussi de connaître certaines minéraux chez nous. On nous dit que le Congo c'est un pays riche, des sols et son sous-sol. Mais je me pose des questions, pourquoi la population elle est pauvre? Si le pays est riche, mais pourquoi la population est pauvre? Ce manque des intellectuels ou ce manque de bonne foi? Il n'y a pas pays au monde qui a des richesses et qui vivent en paix plutôt, que les pays étrangers ne les combattent pas. Sur le plan démographique, les Congos, nous sommes aussi nombreux. Déjà, sur le plan de puissance, la démographie compte aussi parmi les puissances d'un État. Mais nous sommes aussi nombreux. Comment cette démographie, cette population ne constitue pas une puissance forte? Qu'est-ce qui nous manque? Alors, je me suis toujours posé question dans ma carrière politique. Qu'est-ce qui nous manque? Et moi, pitié, qu'est-ce que je dois apporter? Voilà. Donc, mon père m'a toujours enseigné de ne pas devenir un politicien économique, mais de devenir... derrière les intérêts. Non, donc de devenir un politicien pour les sols congolais. Voilà. Je m'explique par là disant que il y a des politiciens au pays qui sont là seulement pour les affaires d'argent. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui hier le pouvoir était avec Mobutu, ils étaient avec Mobutu. Mobutu était demi-dieu. Pour eux. Maintenant, Mobutu part, il transforme Mobutu en un démon, il devient, maintenant c'est Kabila qui devient Dieu. Kabila part, non, Kabila était démon, maintenant c'est Fachi qui est Dieu. Donc ce sont les mêmes personnes. Ça, ce sont des politiciens économiques. Mais moi, mon instructeur, mon mentor politique m'a dit, tu dois aimer le pays et non l'argent. Et c'est cette philosophie qui m'anime dans la politique. Et quand je vois le Congo en train de souffrir, chaque jour, quand je sors, d'ailleurs même je préfère emprunter des taxis que sortir avec le véhicule personnel. Parce que quand je suis dans le taxi, j'entends beaucoup. J'écoute beaucoup de choses. Quand les gens dans le taxi parlent, ça m'inspire. Et chaque soir, quand je rentre à la maison, je couche quelque chose dans mon agenda. Ah, ça c'est important. Je couche quelque chose parce que j'ai cette pension que mon mentor, mon formateur, que j'ai toujours aimé, le président Eli Kapend, c'est vraiment un idéologue et un visionnaire pour la RDC. Vous êtes politique aujourd'hui, occupant des fonctions au sein de votre parti, un grand parti, il faut le souligner. Oui. Quelles sont vos convictions aujourd'hui en politique? Vos plus grandes convictions, surtout pour ce Congo? La grande conviction que j'ai pour le Congo, c'est prendre le pouvoir. C'est récupérer le pouvoir pour maintenant matérialiser mes rêves. Parce que ce que moi et le parti que je milite, nous avons, derrière quelqu'un, nous ne serons pas capables de concrétiser notre rêve, qui est le bonheur du Congo. Il faut que nous-mêmes, on puisse gérer le pays à sa totalité. Bon, c'est ça que je suis en train de lutter. Aujourd'hui, durant votre parcours, un parcours élogieux, un parcours politique
à louer. Comment est-ce que vous avez fait pour maintenir une certaine confiance avec vos collaborateurs, avec la hiérarchie, avec tous ceux qui vous entourent et qui vous donnent confiance? Bon, à ce sujet, on dit nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, des petites, quoi qui ne manque pas. Parce que là où il y a des hommes, il y a toujours les chocs des idées. Ce n'est pas, on ne discute pas avec mes supérieurs, on ne discute pas avec mes inférieurs aussi, parce que j'en ai, pour discuter. Mais nous faisons ce que les Blancs nous ont enseigné, les chocs des idées jaillit la lumière. On discute autour du table et ça termine. Donc je suis en bon terme avec mes vieux. J'ai aussi des jeunes comme moi qui sont mes supérieurs. Qui sont mes supérieurs sur le plan de fonction au sein du parti. Je fais l'effort de m'entendre bien avec eux, d'être en bon terme avec eux. Mes vieux aussi, ils m'écoutent. J'ai été toujours consulté par eux. S'il y a quelque chose, ils m'appellent. Nous voulons faire ça, qu'est-ce que tu penses? Et je suis fier quand ils me consultent. Quand je vois que je suis en face de mes aînés, mes parents, qui vous consultent. Ils sont en train de me consulter, ça me fait la fierté. Ah, par moment, si vous les consultez? Oui. Quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai toujours la philosophie qui dit, j'ai toujours aussi enseigné à mes frères jeunes au sein du parti, la jeunesse a la force, mais les vieux a la connaissance. Donc maintenant, unissons la connaissance et la force pour bâtir la maison. Donc c'est ça que moi j'ai toujours dit aux jeunes. Et je parle toujours à la jeunesse que il ne faut pas fuir les vieux. Parce qu'en fuyant les vieux, nous perdons la sagesse. Parce que les vieux ont beaucoup vécu. Et nous sommes en train de suivre ce qu'ils ont vécu. Donc, sans l'orgueil, mais quand les vieux me consultent, je me sens aussi fier. Et surtout quand ils m'appellent. Comme d'habitude, je n'ai jamais été l'ami des cravates, ni de veste, et ils me connaissent à ça. Mais quand le vieux m'appelle, j'entre dans ma maison, je mets la veste, les cravates, je viens devant et je me sens aussi un homme. Et quand il me pose des questions, nous voulons faire ça, nous voulons que toi aussi tu nous donnes tes idées. Quand je me mets debout, à toi avec toute la fierté, et je parle, je me sens aussi très très bien. Je suis aussi fier de ce côté parce que mes vieux aussi m'écoutent. Et quand je donne mon opinion, ils exécutent. En tout cas, je suis consulté par les vieux chaque semaine. Et moi, chaque jour, avant de coucher, si je suis au siège du parti, je cherche ne fût-ce qu'à causer avec 2 ou 3 vieux. Je demande de la sagesse. Après, je pars pour me coucher. Monsieur Pithié Kapenda, on va parler un tout petit peu de l'actualité, parce que vous savez que notre pays est sur une pente un peu, on va dire, complexe. Nous avons la guerre à l'Est, la situation socio-économique un tout petit peu alarmante, et la vie chère, les Congolais s'en plaignent, les taux du dollar aussi. Mais en face, nous avons aussi un gouvernement qui, à chaque moment, essaye, quand on considère ces missions régaliennes, essaie un tout petit peu de travailler en faveur, théoriquement on va dire, en faveur du bien-être de cette population. Quelle lecture faites-vous d'abord de la vie socio-économique de la RDC, de la classe politique congolaise? Écoutez, je sais que c'est 2 questions qui demandent vraiment beaucoup d'arguments, mais je vous pose quand même. Je viens de le dire tantôt, pour comprendre la souffrance de notre pays, il faut voler un peu. Donc, prends l'avion, monte en haut et regarde la RDC en bas. Vous allez sentir l'odeur de souffrance. Et je viens de le dire aussi tantôt même. Est-ce que ce manque des hommes capables ou manque de bonne foi? Sur le plan social, sur le plan économique, le pays va très très mal. Va très mal. À chaque jour, au lieu que le pays monte, mais nous sommes en train de descendre. J'avais appris quelque chose dans le parcours où nous sommes en train de passer. Avant les années 50, 60, le Congo était mieux que certains pays occidentaux.
Le Congo était mieux plus que beaucoup de pays africains. Mais ces pays occidentaux qui étaient derrière la RDC, aujourd'hui la RDC n'est plus comptée même dans le course avec ces pays. Beaucoup de gens qui vous regardent diront c'est dû à quoi? Bon, moi je dirais que c'est manque de la bonne foi des dirigeants. Vous m'avez posé les questions sur la classe politique congolaise. Le Congo, aujourd'hui, la mère patrie, qui est la RDC, a des problèmes, n'a pas de vrais fils dans la gestion quotidienne de ces pays. Pourquoi? Ceux qui gèrent le pays, même ceux qui étaient hier, aujourd'hui, ils ne sont pas là pour la RDC, pour le Congo, mais ils sont là pour eux-mêmes. Je vous parle, le temps de Kasavubu, avec son régime et les gens qu'on dirigeait après l'indépendance, ils étaient des pionniers. Ils ne savaient pas comment gérer un pays. Et par exemple, on ne va pas beaucoup parler et les condamner. Mais la classe de l'impère, les Mobutistes, avec les autres qui ont essayé de faire l'opposition à ce temps-là, et ils étaient la classe de bourgeois. La classe des bourgeois. Pour eux, c'était l'ambiance. Voyager en Europe, on les voit en Europe en train de marcher, c'est une autorité, tout ça. Mais ils ne savaient pas projeter le futur du pays. Pour eux, le Congo, c'était au moment là où ils étaient. C'est ça qui était le Congo. Alors, la classe qui est venue avec un musée, la classe de Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, c'était la classe des envahisseurs. Donc, nous avions envahi le pays. La classe des envahisseurs. Les envahisseurs. Nous sommes venus chasser Mobutu, mais nous n'étions pas à mesure d'arranger le mal qui était de Mobutu. Et les collègues étrangers qui nous ont accompagnés, ils ont pillé le pays, ils sont partis. Jusque là où ils sont d'ailleurs. Aujourd'hui, la classe qui est là, c'est la classe des musiciens. La classe des musiciens. Musiciens. Vous savez, quelqu'un qui était en Europe, sa vie était derrière Papa Wemba, aller dans des concerts. Aujourd'hui, il devient ministre, il devient DG d'une entreprise publique. Sa jeunesse était que dans des bars, dans des griffes, dans des habits. Dans des habits. Il devient maintenant PDG d'une des entreprises d'État. Il va penser que dans cette vie-là qu'il vivait à l'époque en Europe, maintenant, la mère patrie, le fils du pays, commence à souffrir. Nous manquons de dirigeants. Donc ça, pensez-vous que, comme disait Luzolo Bambi, le président de la République n'a pas, les 15, comme disait Joseph Kabila, c'est ça les noms que je voulais citer, l'ex-président de la République démocratique du Congo, qui disait qu'il n'a pas 15 personnes autour de lui pour essayer un peu de développer ce pays. Est-ce que c'est le cas avec l'actuel président de la République? Vous voyez, avoir 15 ou plus ou moins, ce n'est pas vraiment le facteur. Le facteur d'abord, c'est la vision de vous. C'est lui qui est à la tête. C'est vous, les guides. C'est vous qui vous allez incarner. Vous devez vivre dans la tête de vos collaborateurs. Aujourd'hui, je ne sais pas. Si Joseph Kabila avait réclamé qu'il manquait, s'il avait ne fût que 15, il pourrait faire quelque chose. Mais je ne crois pas que le président Félix a même 2 ou 3. Lui, vraiment, manque même 0. Il lui manque. Parce que vous sentez qu'à l'époque de Mobutu, la population congolaise était aussi naïve. La population elle-même ne comprenait pas certaines choses. Mais aujourd'hui, le peuple congolais comprend maintenant la scène politique. Une masse critique, ouais. La population congolaise commence à interroger la politique. Le peuple congolais commence maintenant à se prendre avec ses dirigeants. Mais nous ne sommes pas à mesure, ou les régimes, ou les dirigeants plutôt,
ne sont pas capables de répondre aux besoins de la population. On va tout droit vers la fin de cette émission. Bon, l'actualité politique, c'est aussi le nouveau gouvernement qui doit être publié ou nommé par le chef de l'État. En quelques mots, vous donnez quelque chose à ce gouvernement qui sera dirigé pour une première par une femme. J'ai pitié de cette femme, que ça ne sera pas facile. Ça commence déjà à promettre dans le mal. Pourquoi? Le secrétaire général de l'IDPS a fait la consultation et a fait la formation. Mais si vous voyez, la dame revient encore dans la consultation aussi. Et pour maintenant chuter à la formation. Ça sonne déjà mal. Mauvais départ pour vous. C'est déjà un mauvais départ. Maintenant, le travail que Kabouyi avait fait, ça part où? C'était parti où? Maintenant, la dame revient encore dans le même travail. Prenons l'exemple du Sénégal, si je ne me trompe pas. 5 jours après, il y a déjà un gouvernement. Et le président Félix, ce n'est pas le premier mandat, c'est le deuxième mandat. Donc on sous-entend que le premier mandat, il avait le temps de bien observer les choses. Donc le deuxième mandat, il fallait qu'il nous montre quelque chose déjà de bien. Merci beaucoup, Monsieur Pitié Kapende. C'était un réel plaisir de passer cette émission avec vous ici. Une dernière question que je vais vous poser, et ça sera à votre mot de la fin. Au regard de votre parcours, au regard de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réalisé, et de ce que vous voulez réaliser dans les jours à venir, quel conseil donnerez-vous aux jeunes Congolais qui veulent faire la politique et dans tous les autres domaines de la vie? Quel conseil vous donnerez aux jeunes? Je demande à la jeunesse, d'abord avant d'arriver à votre question, toutes mes excuses, ce que j'ai à réaliser, ce que je pense à réaliser, c'est plus que ce que j'ai à faire. Voilà. C'est là où je donnerai conseil à la jeunesse congolaise d'être debout, d'oublier certaines philosophies occidentales, qu'on nous dit que la politique elle est dynamique. En aucun jour nous allons voir un démocrate aux États-Unis devenir républicain et un républicain devient démocrate parce qu'ils ont quitté le pouvoir. Mais ils nous ont enseigné que la politique elle est dynamique. La jeunesse, on doit interpréter bien cette philosophie-là. Elle n'est pas propre pour nous. Donc je demande à la jeunesse de voir plus le Congo que de voir le matériel dans un premier temps. C'est notre pays qui part mal. Et si nous, la jeunesse aujourd'hui, on ne se met pas debout, c'est nous qui nous allons payer demain. Parce que nous aussi demain, nous serons des vieux et il y a nos enfants qui viennent derrière. C'est le temps, c'est aujourd'hui ou à jamais. C'est aujourd'hui ou à jamais. Merci, Monsieur Pitié Kapende. Voilà, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Empreinte, à ce nouveau numéro. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro qui vous sera diffusé, qui vous sera présenté tout à l'heure, dans quelques jours, on va dire comme ça, et ça sera par mois. Au revoir.